Je suis le chef de projet de Bi-Exemplary. Bi-Exemplary, c'est une initiative du gouvernement qui en a confié l'organisation et la gestion à Urban Brussels. Avant ça, il y avait un programme qu'on appelait BATEX, qui était géré essentiellement par Bruxelles Environnement, parce que le BATEX s'occupait essentiellement de, comme son nom l'indique, des bâtiments exemplaires en termes d'énergie. Bi-Exemplary s'est étoffé dans les défis. Donc au départ, il y avait essentiellement économie circulaire, environnement avec toutes ces thématiques. Mais on s'est dit que finalement, pour avoir des bâtiments et un développement urbain de qualité, c'était bien d'avoir, en plus de ça, l'approche urbanistique et architecturale, et aussi les défis sociaux, le tout avec une démarche transversale cohérente. Et c'est de là qu'est né, en 2016, en fait, Bi-Exemplary. On demande de remplir une note technique de maximum 40 pages, qui est un mix d'illustrations et de textes qui indiquent les orientations. On a créé deux catégories. On a créé une catégorie pour le privé et une catégorie pour les projets publics. On a vraiment distingué les trois grands types. Projet privé, petit propriétaire privé, de maximum 3 logements et ou 300 m² d'autres affectations. Les grands dossiers privés et les projets publics. Dans l'édition 2019, on a eu 38 candidatures, ce qui représente 25% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Et on est passé à 16 lauréats. Point de vue budget, chaque année, depuis la naissance du programme, on a un montant réservé de 5 200 000. Il est bien entendu que le but de Bi-Exemplary n'est pas de distribuer l'argent disponible, mais vraiment de primer les dossiers exemplaires. Et donc, pour l'instant, avec les 4 éditions accomplies, on peut dire qu'on est toujours en dessous du montant réservé. Le subside Bi-Exemplary, c'est un don, on peut le dire comme ça, mais ce n'est pas un simple subside, c'est plutôt un échange win-win. Le programme Bi-Exemplary prévoit en fait, sur une durée de 5 ans, 10 visites potentielles. Donc qui peut être pour la visite peut être pour des concepteurs, des écoles d'architecture, enfin un peu qui on estime judicieux d'aller voir ce qui se passe sur le chantier et ou dans l'occupation des lieux. Ce qui est prévu doit être réalisé et s'ils le changent, ils doivent nous demander l'autorisation. Ce n'est pas simplement nous informer qu'ils ne le font pas, mais nous demander l'autorisation et ou les mesures de compensation. On est sous la halle Libelco, dite Libelco, qui est une ancienne halle qui a été construite fin 19e siècle pour entreposer au départ du charbon, par la suite des matériaux de construction et finalement dans les dernières années, dans les dernières 20-30 dernières années, entreposer des voitures parce qu'on est dans le quartier Eywaart, bien connu pour son commerce des voitures vers les pays africains. Le projet est issu d'un contrat de quartier, appelé le contrat Petite Seine, qui prévoyait que ce projet-là allait être le projet phare du contrat de quartier. C'est-à-dire qu'autour de la halle allait se rassembler un ensemble d'autres fonctions, telles que ateliers de recyclage de matériaux, réparation de vélos, du logement, des animations et également dans notre projet une crèche. Donc l'idée c'est d'avoir plusieurs fonctions qui puissent occuper toutes les 24 heures de la journée. Et tout ça parce que en fait sous la halle et à l'extérieur de la halle va être installé un espace public qui est issu de toutes les volontés des habitants du quartier d'avoir enfin un espace qui puisse les connecter à la fois au canal et à la fois à la Seine qui, à terme, on peut l'espérer, devrait être remise à ciel ouvert. Première complexité vient du sol parce qu'il y a un remblai qui a été fait au moment de la construction du canal et ce remblai a été fait à l'époque avec des terres minérales
pollué. Ça veut dire que dès qu'on touche un endroit du sol, on est dans des logiques de dépollution du sol, devoir évacuer les terres, devoir les traiter, etc. Deuxième complexité, c'est que cette halle n'est pas protégée comme monument, mais néanmoins elle est prise comme dans le répertoire des monuments le long du canal, et en particulier les 2 grues qui sont là derrière nous, et qui étaient l'outil pour aller chercher les matériaux sur le canal et les amener ici à l'intérieur grâce au pont roulant. Gérer la nature dans un sol pollué, c'est vraiment très compliqué. Donc on est dans une logique de quelle terre on peut réexploiter par rapport à quelle terre on doit amener pour parvenir à créer une sorte de topographie, un relief que l'on va organiser de façon à pouvoir permettre un certain nombre de plantations, de façon à créer une sorte de nature à la fois libre et à la fois tout à fait éduquée. Donc on est vraiment dans une oscillation entre le laisser faire et le cultiver en permanence et l'entretien en permanence. Toute l'eau de pluie de la halle est récupérée sur une citerne de 10 000 litres qui est au-dessus du bâtiment sanitaire. Et ce bâtiment sanitaire sert à l'usage de la halle. Donc ces citernes sont apparentes et feront aussi l'objet de l'intervention d'un artiste. Et, donc ça contribue aussi au côté low-tech, donc ça veut dire que les chasses d'eau sont alimentées sans pompe complémentaire et juste par force gravitaire. Je pense qu'il y a aussi le maintien de la charpente et des choses comme ça qui participent à la biodiversité du site. On avait parlé des plantes mellifères et il y a dans le choix des plantations aussi, il y a quelques enjeux pour la biodiversité. Au niveau pédagogique, il y a moyen de recréer un ancrage. En particulier, on a visé surtout les enfants. Il y a un moyen de recréer un ancrage par rapport à un territoire de type naturel par l'eau, alors qu'on est actuellement sur une dalle de béton. Et donc, en jouant avec l'eau, comme l'a dit Corentin, de pluie, visuellement parvenir à faire du goutte à goutte, faire en sorte qu'il y ait un filet qui va ruisseler sur la dalle de béton et puis alimenter et nourrir les plantations, en même temps que de balancer cette eau de pluie dans le canal et dans le canal permettre des activités telles que le kayak qui va être transporté par le pont roulant rénové, donc c'est un peu un fantasme, mais une sorte de scénographie de plusieurs objets qui peuvent être des instigants à une sorte de créativité pour les enfants vers un lien avec leur lieu naturel, leur lieu de vie, quoi. L'intérêt du programme Bi-Exemplari, c'est qu'il apporte une source financière aux maîtres d'ouvrage qui sont volontaires dans des démarches durables et sociales, etc. Il y a plusieurs critères. Et donc ça nous permet aussi de proposer aux maîtres d'ouvrage de faire des efforts en plus. Et donc ici, par exemple, ça s'est traduit sur le bâtiment de la crèche par le placement de panneaux photovoltaïques qu'on n'a pas pu mettre sur la structure ici, parce qu'elle elle ne permet pas de reprendre cette charge-là. Et donc on a pu par contre le mettre sur la toiture de la crèche. Donc c'est effectivement l'articulation entre les deux projets qui fonctionne et qui fait que le site est exemplaire. Il faut absolument qu'on réussisse à faire en sorte que toute cette énergie que l'on consacre à démonter des bâtiments et à refaire des nouveaux bâtiments, qu'elle soit beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus économe. Parce que personnellement, je suis persuadé qu'en matière de performance énergétique, c'est essentiellement sur l'énergie grise qu'on devrait gagner, bien plus encore que sur l'économie d'énergie qu'on consomme. Mais malheureusement, on est vraiment confronté aujourd'hui, je dirais qu'on est au début d'une sorte de grand laboratoire du recyclage. C'est-à-dire qu'on est confronté à la fois à des grandes intentions, en tout cas ici en région bruxelloise, portées et mises en avant par Bruxelles Environnement, mais le même Bruxelles Environnement nous met des contraintes, je pense en particulier sur la notion de dépollution du sol, qui sont tout à fait logiques, mais qui sont énormes. Et par exemple ici, on aurait voulu recycler les terres que l'on déblayait pour pouvoir faire des talus, eh bien, c'est impossible. On a dû faire venir de carrières, du sable ou des bricaillons ou du ballast.
de l'extérieur de Bruxelles. Donc ça fait 10 ans qu'on isole très fort les bâtiments et c'est une bonne chose, mais on constate aussi qu'il y a des problèmes de surchauffe sur ces bâtiments et donc cette politique doit aussi évoluer avec le climat justement et pour éviter de devoir climatiser des bâtiments qui ont été surisolés au préalable. Et alors un autre point d'attention, et je pense que ça correspond à ce que disait Olivier sur l'énergie grise, mais c'est que tous les bâtiments inoccupés ou faiblement occupés sont chauffés. Et donc il y a aussi un impact, en gros on va augmenter la surface par habitant dans les années futures. Et ça a un impact plus important que le fait de chauffer sans avoir isolé, quoi. Effectivement, fin 19e siècle, j'ai lu des statistiques qui donnaient de l'ordre de 15 à 19 mètres carrés par habitant. Et aujourd'hui, on est à 60 mètres carrés par habitant de surface construite. Donc le confort ne se fait pas dans uniquement une meilleure performance des bâtiments, il se fait par un énorme accroissement des surfaces habitables. Et donc la manière dont on exprime le besoin de chauffage, donc la limite, le passif, on dit que c'est 15 kWh par mètre carré par an. Un meilleur indicateur, je pense que ce serait par chambre ou par habitant. Un peu comme on a avec l'eau, avec la tarification progressive et des choses où c'est par habitant. Ouais, c'est une bonne idée. On doit avoir des limites.